On va parler évidemment de cette relaxe du garde des Sceaux. Nous sommes avec Georges Fenech, ancien magistrat, avec notre ami Vincent Herouette, éditorialiste, spécialiste des questions de politique étrangère, et avec Eugénie Bassier, grand reporter au Figaro. Voilà pour ce plateau royal. On commence par la relaxe d'Éric Dupond-Moretti. Il était jugé par la Cour de justice de la République. On va peut-être, si vous le permettez, prendre tout de suite la direction de l'Élysée, où se trouve Thomas Bonnet, parce que c'est là que se trouve actuellement le garde des Sceaux. Il a été reçu immédiatement après la décision de la Cour de justice par le président Macron. C'est bien cela, Thomas ? Absolument, il est arrivé un petit peu avant 16h10 ici à l'Élysée, soit moins d'une heure après l'annonce de sa relaxe. Un entretien qui aurait visiblement duré 1h30 sans que rien à ce stade ne filtre de la teneur de leurs échanges. On imagine évidemment un soulagement, une forme de satisfaction pour le chef de l'État. Il faut dire qu'Éric Dupond-Moretti est un proche, il a été personnellement choisi par Emmanuel Macron. D'ailleurs, le président de la République a volontairement gardé le silence tout au long de cette procédure, laissant le soin à Elisabeth Borne d'annoncer qu'en cas de condamnation, Éric Dupond-Moretti serait contraint de démissionner. Un scénario qui est donc désormais écarté. Et d'ailleurs, la Première ministre s'en félicite sur le réseau social X. Elle dit se réjouir de cette décision. Le garde des Sceaux, dit-elle, va pouvoir continuer à mener son action au sein de l'équipe gouvernementale au service des Français. La page est donc tournée. Retour à la politique pour Éric Dupond-Moretti, même s'il ne l'avait véritablement jamais quitté, ni les joutes politiciennes d'ailleurs. En témoigne encore hier sa diatribe contre le Rassemblement national dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Diatribe qui, je vous le rappelle, avait provoqué le départ des élus du RN. Merci Thomas Bonnet, Sacha Robin devant l'Élysée. Avant de passer la parole à Henri Guénaud, on écoute juste Hugo Bernal ici de la France Insoumise qui dénonce un scandale. Écoutez-le. C'est un scandale, ce procès. Le procès, pour ceux qui y ont assisté, a fait la démonstration de la culpabilité d'Éric Dupond-Moretti par la matérialité des faits. La prise illégale d'intérêt, il n'y a pas besoin d'avoir d'éléments intentionnels, d'avoir voulu le faire. Elle est là ou elle n'est pas là. Et là, elle est là, cette prise illégale d'intérêt. Et donc, que les magistrats élus, finalement, décident de faire comme pour Christine Lagarde, c'est-à-dire coupable mais dispensé de peine. On aurait pu se dire, bon, quand même, mais là, la relaxe. La relaxe, ça veut dire que cette Cour de justice de la République ne sert finalement à rien, si ce n'est à blanchir, dans des petits arrangements, des ministres en exercice. Voilà pour la France Insoumise. Henri Guénaud, qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? C'est un scandale ou pas ? Je pense que vous pensez le contraire. Non, je pense tout le contraire. Maintenant, d'abord, il faut replacer cette décision dans ce procès, dans un cadre un peu plus large, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. Et c'est quoi l'iceberg ? L'iceberg, c'est la crise de l'institution judiciaire, ou de la justice, parce qu'elle concerne aussi la justice administrative. La crise institutionnelle, qui est généralisée, et qui en l'occurrence prend la forme d'une guerre entre l'exécutif et le judiciaire, entre le judiciaire et les avocats, comme il y a d'ailleurs une crise entre la police et la justice. Donc on est dans un... Et tout ça sur fond d'un pays qui est aujourd'hui déchiré par un grand nombre de fractures, de conflits, travaillé par une espèce d'hystérie qui grandit et de violence qui grandissent tous les jours. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire que ma première remarque, c'est que quelle que soit l'issue de ce procès, donc il a été relaxé, mais le mal est en grande partie fait. Voilà, quand on écoute... Moi, je m'évite de commenter les déclarations des membres des partis des uns et des autres qui racontent n'importe quoi, mais là quand même ce qu'on vient d'entendre, c'est jouer avec le feu, encore une fois, dans un contexte qui est terriblement délétère. Mais c'est une catastrophe institutionnelle pour vous ? Comment ? S'il avait été condamné, ça aurait été une catastrophe institutionnelle. Alors ça aurait été encore pire, parce que il faut bien comprendre ce qui se joue dans cette affaire. Laissons de côté le cas particulier de Dupond-Moretti. Ce motif d'incrimination, la prise illégale d'intérêt, est devenu, comme d'autres motifs d'incrimination d'ailleurs, un motif qui permet d'incriminer n'importe qui et même de condamner n'importe qui. Puisqu'il ne s'agit pas d'intérêt tangible, d'intérêt matériel. Ça peut arriver, là les choses sont très claires, mais ça peut concerner n'importe quel intérêt, vous déclarez comme tel, subjectif, voire même sentimental, affectif. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite.
On commence à reparler d'une décision de la Cour de cassation qui a quand même beaucoup traumatisé ceux qui passent des marchés publics. La Cour de cassation a décidé il y a quelque temps qu'il suffisait que qu'un maire, par exemple, ait été l'ami de quelqu'un, ait été son partenaire de golf, pour qu'un marché public passé en toute régularité soit caduque. Voilà, soit caduque, et que le maire soit accusé de conflit d'intérêts. Ça suffit. Voyez où on en est. Donc c'est la République des juges que vous dénoncez, Henri Guénaud ? Alors, moi, on va pas rajouter du feu là où il y en a déjà, mais il s'est passé au cours des dernières décennies une montée extravagante du subjectif dans le judiciaire. Okay. Judiciaire, encore une fois, public ou pas pour les administratif. Français, hein. La justice, il n'y a pas de... Non, c'est subjectif. Bonne surprise pour les Français. La loi Sapin 2, c'est l'exécutif qui l'a faite. Hein. Non. La façon dont elle est interprétée, qui est devenue folle, mais c'est pas vrai que pour ça. Vous avez aussi le détournement de fonds publics, vous avez le favoritisme, vous avez la mise en danger de la vie d'autrui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Madame Buzyn, pour finalement constater qu'il n'y avait pas de texte. Mais donc on est dans le subjectif. Donc on a à la fois la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que la loi nationale est inférieure au traité, qui permet au juge d'écarter à son gré la loi nationale, plus une interprétation de plus en plus subjective. Donc, et là, c'est un exemple type, c'est-à-dire on dit il voulait régler ses comptes. Mais c'est quoi la base ? Alors, la base juridique, d'ailleurs, on ne cherche plus les preuves. On cherche pratiquement plus les preuves. Vous n'avez pas tort. On dit mais oui, je me souviens d'une ex-responsable du syndicat de la magistrature déclarant dans un des procès de Sarkozy, c'était pendant la pandémie, alors tu es en visio sur un plateau de télévision, et quelqu'un lui dit mais les preuves, et elle dit les preuves, mais il n'y a jamais de preuves. Il n'y a jamais de preuves, c'est l'intime conviction du juge. Alors que ce soit l'intime conviction des jurés en cour d'assises, je peux comprendre, et vous vous rendez compte, voilà. Donc là on a un problème. J'entends ce que vous dites. Ce procès, il a dévoilé au grand jour ce problème terrible, et il est aussi une catastrophe institutionnelle parce qu'il met en scène une confrontation entre les différents pouvoirs dans un moment où vraiment on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une justice qui fait son travail, d'une politique de politiques qui font leur travail, d'une police qui fait son travail. Voilà, là on est en pleine confusion. Geoffroy Lejeune. Je m'amuse un peu parce que je viens de me souvenir en écoutant Henri Guénaud que vous avez été l'un des acteurs de cette crise institutionnelle. Enfin, malgré vous, vous avez gagné votre procès, mais vous avez été attaqué pour outrage à magistrat, je crois. Et à l'époque, je crois que votre avocat, c'était Éric Dupond-Moretti, justement, me semble-t-il. Ça m'amuse de m'en rappeler. Mais après, moi, je me mets du côté des Français qui voient bien que la justice, elle est défaillante, qu'il y a des mois, des années, parfois, pour obtenir un procès, une réparation. Eugénie Bastier, évidemment, ça ne contribue pas à crédibiliser l'institution judiciaire, ce type et de décision et de procès, et de voir un ministre de la Justice qui dit, voilà, les juges se sont acharnés sur moi. Moi, je ne crois pas du tout que les Français, déjà, s'intéressent à cette affaire dans ses détails parce qu'elle est extrêmement complexe. Et en plus, je pense que, en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'irresponsabilité politique en France. Et le fait qu'effectivement, les responsables politiques, quand ils ont fait une erreur, ne payent pas forcément, pas que les responsables politiques, d'ailleurs les responsables administratifs. On se souvient par exemple, moi je prends toujours l'exemple de l'attentat à la préfecture de Paris. À l'intérieur de la préfecture de Paris, vous avez un attentat terroriste. Personne n'a jamais sauté dans la préfecture de Paris pour cette irresponsabilité-là. C'est un exemple parmi d'autres. Donc il y a un vrai problème d'irresponsabilité politique. Mais il y a aussi un vrai problème qui est parallèle, qui est le fait que le politique est enserré, que c'est Gulliver enserré par les juges et qui ne peut pas agir quand les Français attendent vraiment des actes et des réponses politiques parce qu'il est arrêté par le droit, par les milliers de filets du droit qui l'empêchent d'agir concrètement. Et c'est ça, à mon avis, le vrai problème. Tout le reste, c'est secondaire et je ne pense pas que ça passionne. Alors, moi, je ne suis pas sûre. Vincent Herouette, je vous ai vu tiquer quand Eugénie a dit ça. Vous pensez que ça intéresse les Français ? Les étrangers qui vous appellent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ici sont un peu perdus. Vu la composition de la Cour, c'est une décision politique. Et quand on l'observe, on se dit que la démocratie résiste à la République des juges. Cela étant, donc très bien qu'Acquittator soit acquitté, mais imaginez que demain, il soit de nouveau dans son grand bureau et beau bureau sur la place Vendôme, avec comme interlocuteurs les magistrats qui l'accusaient, les syndicats qui voulaient le clouer au pilori.
ça paraît extravagant. Donc vous pensez que la suite de sa carrière politique est... Je suis très content qu'il soit acquitté pour lui. Mais elle n'est pas remise en question, donc. donc. On le maintienne dans ses fonctions paraît extravagant. Alors, ok. Si on ne le maintient pas, ça veut dire que ce sont les juges qui constituent le gouvernement. Enfin voilà, et ça n'est pas acceptable. Moi, je suis pas soupçonnable d'être très indulgent avec le président de la République. Je trouve très bien qu'il ait cassé ce qu'on appelait la jurisprudence Balladur. Vous êtes en examen dehors. Bon, et je trouve très bien qu'il l'ait maintenu, et je pense qu'il doit continuer à le maintenir, qu'on déteste M. Dupond-Moretti ou pas, mais de toute façon, il est nécessaire aujourd'hui de mettre une digue à cette dérive. Voilà. Ça y est, ils ont été désavoués, ces syndicats. Ils ont été vraiment, ils se sont ridiculisés d'une certaine manière. C'est bon, mais imaginez que demain, vous pensez que ça va faire une justice sereine? Mais vous pensez que c'est la question que je pose. Moi, je pense qu'une bonne politique de la justice doit déplaire au syndicat de la magistrature. Vous pensez qu'il y a quelque chose de serein? D'abord, vous pensez qu'il y a quelque chose de serein aujourd'hui dans notre pays? Il y a quelque chose de serein dans nos institutions? Voilà. Mais c'est pas en cédant, en cassant toutes les digues qu'on va résoudre le problème. Georges Fenech, j'aimerais vous entendre. Vous êtes ancien magistrat. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision politique? Vous vous souvenez que François Mitterrand avait eu cette formule: les juges ont tué la monarchie, ils tueront la République. Ces juges, d'entrée de jeu, ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. Ils ont même dit que c'était une déclaration de guerre. Et puis tout au long de son ministère, ils se sont permis de pondre des contre-circulaires aux circulaires du garde des Sceaux. C'est ça, l'atteinte à la séparation des pouvoirs, et c'est ça, cette velléité de gouvernement des juges. Et ils ont sorti l'artillerie lourde, puisqu'on n'a pas pu l'avoir d'une certaine façon, on va l'avoir et on va sortir la Cour de justice de la République, voyez-vous. Sauf que là, ces juges se sont effectivement pris un camouflet terrible. Vous imaginez le procureur général de la Cour de cassation, M. Rémietz, qui vient dire à l'audience, parler de la probité de ce garde des Sceaux, de ses défauts, de la cassure judiciaire, la cassure. Comment vont-ils à nouveau dialoguer? Donc, personne n'est gagnant dans cette affaire. Ni le garde des Sceaux, même s'il est soulagé, ni la justice, ni la politique, parce que les gens vont se dire la Cour de justice de la République a couvert. Ce sont des politiques. Je crois que la crise ne fait que s'aggraver, en fait. Rapidement, Karim. Oui, non, mais si l'idée de la justice républicaine, elle est grande, elle est belle, elle génère beaucoup d'attentes. Au fond, je crois que les citoyens de notre pays ne croient plus en la justice. Et c'est dramatique. Ils ne croient plus en la justice. Et vous savez, quand vous parlez avec des gens qui sont mis en cause à la justice, la fameuse phrase qu'on dit toujours devant les micros, « je fais confiance à la justice de mon pays », en réalité, c'est une phrase, je vais dire, un peu, poncif. Personne n'y croit en réalité à cette phrase-là. Donc la réalité, c'est qu'on a l'impression que les juges décident du timing, décident de l'accusation, même en fonction d'une situation. Et en fait, ils décident presque de la vie ou de la mort de quelqu'un lorsque la personne est dans le prétoire. Et c'est ça qui rend insupportable cette forme de république des juges. Donc, qui ne semble pas si juste que ça. Parce qu'il faut qu'on avance. On va faire une petite pause dans Punchline sur CNews et Europe 1. On se retrouve dans un instant pour évoquer la question des otages en Israël avec une immense inquiétude autour du sort d'un bébé de 10 mois qui s'appelle Gvir, son frère et sa mère. A tout de suite.